Alors d'abord, c'est une règle de décision et au fond, habituellement, on ne connaît qu'un seul type de règle de décision, c'est le vote, et puis les règles numériques, la majorité simple, la majorité qualifiée. Donc il se trouve que en lisant un certain nombre d'articles, de papiers, venant de disciplines différentes, et en faisant moi-même des observations et des analyses de décisions collectives, il m'est apparu qu'il y avait une autre règle de décision radicalement différente que j'ai appelée par commodité consensus apparent. Alors on peut la reconnaître d'abord par une séquence d'activités. Vous avez une assemblée, un comité, une commission qui a une décision à prendre et il y a une discussion. Suite à cette discussion, à un moment donné, un membre du comité, qui est le plus souvent quelqu'un qui a une certaine autorité, qui peut être formel, vous avez un président de séance, euh, donc une personne particulière propose, prend la parole de manière un peu plus solennelle et propose ce qui lui semble être le résultat de la discussion. L'idée que du débat pourrait sortir une proposition qui a vocation à rassembler les avis des uns et des autres. Alors une fois que cette proposition est émise, il y a deux solutions. Quelques-uns approuvent, la plupart se taisent. À ce moment-là, la décision est prise. La proposition qui a été émise devient décision. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation, quelle que soit la forme de cette contestation. A l'inverse, la deuxième solution, c'est quelqu'un ou quelques personnes émet une objection, manifeste son désaccord. Ça peut être d'une manière extrêmement discrète, euphémisée, mais cela suffit pour faire que la proposition qui a été émise ne vale pas décision et cela suffit pour qu'il faille reprendre la discussion pour aboutir éventuellement à une décision si quelqu'un d'autre ou la même personne fait une proposition qui finalement ne fera l'objet d'aucune contestation. Et si on n'arrive pas à une proposition qui ne fait plus l'objet de contestation, on n'aura pas de décision, il faudra se réunir à nouveau. Donc voilà une séquence, si vous voulez, qui permet de repérer ce que j'ai appelé décision par consensus apparent ou la règle du consensus apparent. Alors on peut peut-être caractériser de manière plus analytique. Au fond, que doit faire une règle de décision? C'est-à-dire qu'une règle que tous les participants à une décision collective respectent et permet d'aboutir à une décision. Je dirais d'abord que cette règle doit permettre un arrêt, et le processus de l'arrêt est central. On peut dire ici que dans la règle du consensus apparent, l'arrêt est produit par le constat collectif d'une absence. Il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de rejet. Ensuite, toute règle de décision ménage un certain rapport entre les options susceptibles de se transformer en décision et puis le mécanisme de l'arrêt. Bon. Dans le vote, en général, vous avez des options en concurrence. Ça peut être des candidats, ça peut être des motions. Bon. Eh bien, le vote suppose la mise en compétition d'options. A l'inverse, dans la règle du consensus apparent, on a plutôt une itération de propositions. Et tant que les propositions sont rejetées, il faut en trouver une autre. Donc l'itération et le couple proposition-rejet remplacent la compétition des options qu'on trouve dans le vote. Enfin, troisièmement, une règle de décision suppose des formes d'expression des opinions, des avis, des préférences. Eh bien, la particularité du consensus apparent, c'est de mettre l'accent sur le consentement, alors que je dirais le vote met beaucoup plus l'accent sur l'approbation. Par le vote, on s'exprime clairement et nettement pour, contre, telle proposition ou telle autre qui est en compétition avec d'autres. Dans le consensus apparent, quelques-uns approuvent, mais c'est à peine nécessaire. Il suffit que personne ne s'oppose. Et donc, la forme principale d'expression est le consentement. Et là, il faut renvoyer, il faut penser à quelque chose qui dépasse de loin la décision collective, qui est l'adage qui ne dit mot consent. Et au fond, cet adage renvoie à plein de situations. Pensez aux situations de décision médicale, à l'arrêt des machines qui empêchent les gens de mourir, pensez aux respirateurs artificiels. Et au fond, on demande aux médecins de recueillir un consentement. C'est-à-dire, on ne leur demande pas de recueillir une approbation, mais un consentement, c'est-à-dire une non-opposition. Et le consentement, c'est quelque chose d'assez subtil qui va de l'approbation
que l'on ne veut pas formuler, jusqu'à l'opposition qu'on ne peut pas formuler. Alors, après l'approbation qu'on ne veut pas formuler, il y a l'approbation avec des réserves, que l'on manifeste par le silence. Il y a l'indétermination, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, donc je ne dis rien. Il peut y avoir également la délégation, je laisse d'autres décider pour moi. Enfin, il peut y avoir une forme d'opposition, mais je ne sais pas manifester cette opposition, ou parfois même, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette option, mais je n'ai pas d'argument pour m'opposer à elle. Donc la notion de consentement est beaucoup plus large, introduit beaucoup plus de nuances, de diversité dans les expressions, et est au cœur, je crois, de la règle du consensus apparent. Donc voilà un certain nombre de traits qui permettent de caractériser la règle de consensus apparent. J'en ai mentionné 3, je crois qu'il faut en mentionner un 4e, qui est que dans la règle du consensus apparent, on arrive à une décision sans trop savoir exactement comment sont distribuées les préférences parmi les participants à la décision. On peut le savoir dans un petit groupe, mais ça n'est pas nécessaire, et ceux qui pensent le savoir ne font que des conjectures, car à l'inverse du vote, vous n'avez pas une expression systématique des préférences, des opinions ou des avis des gens. Donc voilà comment on peut caractériser la règle du consensus apparent par une séquence et par 4 traits particuliers. Alors vous m'avez demandé également comment j'avais discriminé cette règle. Eh bien, au fond, je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas découverte. D'autres auteurs avaient décrit très bien cette règle de décision, sans toujours expliciter le fait que c'était une règle de décision. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est dans un article de deux petits politologues qui sont maintenant assez connus, Steiner et Dorff, dans l'analyse extrêmement minutieuse du fonctionnement d'un parti politique dans un canton suisse. Et ils avaient fait une étude extrêmement détaillée en suivant pendant 1 an ce parti politique et en suivant pratiquement toutes ces réunions, toutes ces assemblées, tous ces comités, des grandes aux petites. Et comme ils avaient un protocole d'observation extrêmement précis, soucieux d'avoir des résultats quantitatifs, ils avaient prévu des modes de décision, ils avaient prévu d'observer un certain nombre de modes de décision. Et sur, je ne sais plus, à peu près 200 occurrences, ils avaient à peu près un tiers de leurs observations qui ne pouvaient pas être rangées dans les modes de décision qu'ils avaient anticipés. Et ils ne savaient pas comment les penser, ces modes de décision. Ils ont pensé à un moment donné que ce qu'ils observaient, qui était inclassable, était une sorte de catégorie divers. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça correspondait à un mode de décision spécifique qu'ils avaient appelé la décision par interprétation, qui est à peu près ce que je vous ai expliqué. Et ensuite, j'ai trouvé le même mode de décision dans un article d'un anthropologue qui s'appelle Sherif El Hakim, qui a observé les décisions dans un petit village du Soudan. Alors, cela m'a beaucoup aidé de lire ces papiers, d'autant que tout en les lisant, je faisais des enquêtes, par exemple, sur des décisions dans les fonds régionaux d'art contemporain, où il y avait des assemblées délibérantes, et j'ai été frappé d'observer qu'on pratiquait aussi de temps en temps ce mode de décision. Et puis peu à peu, dès lors que l'on a ce modèle en tête, qu'on est capable de formuler, de formaliser cette règle de décision, mais on commence à la voir un peu partout. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai progressivement, par l'itération entre la littérature anthropologique et de sciences politiques, il y a 2 occurrences, 2 papiers, et puis un certain nombre de terrains, puis ensuite des lectures sur toute une série de modes de décision dans des univers très différents, allant des univers étudiés par les anthropologues dans les petites sociétés autarciques, jusqu'aux cours constitutionnels, aux comités techniques, aux assemblées politiques. Je me suis rendu compte que cette règle de décision, avec d'infinies variations, beaucoup plus que le vote, finalement se rencontrait d'une manière qui n'est pas rare. Ça n'est pas rare, c'est assez fréquent, et ensuite, ça n'est pas propre à certaines sociétés ou des petites sociétés autarciques. Ce qui me semble que ce que j'appelle la règle du consensus apparent, par exemple, correspond à la palabre, qu'on trouve bien sûr en Afrique, mais qu'on trouve aussi dans les modes des décisions d'il y a 70 ans, dans les villages vietnamiens, ou même dans les décisions dans les villages indiens. Mais ça n'est pas réservé à des sociétés que l'on pourrait dire, entre guillemets, non modernes. On trouve l'usage de cette règle de décision dans nos sociétés, dans des institutions, au contraire, non pas du tout perçues comme archaïques. Je l'ai observé très nettement, par exemple, dans les comités qui font des propositions
sur les médicaments pour savoir si on autorise la mise sur le marché du médicament ou pas. Eh bien, la Commission française d'autorisation de mise sur le marché des médicaments utilise cette règle de décision.